Mon père est mort d'une crise cardiaque à 59 ans, donc lui qui pensait profiter à la retraite, mais il l'a jamais connu. Même en partant en vacances en week-end, elles partent avec le PC. Elles deviennent prisonniers de leur propre entreprise. C'est vraiment celui qui m'a admis, hein, qui a dit, ben voilà, là où j'ai eu un gros déclencheur, c'est quand j'ai compris que le problème, c'était moi. J'ai le plaisir d'accueillir Étienne Ludman. Étienne est architecte de liberté et de réussite. Il accompagne les dirigeants de TPE à redevenir pilotes de leur activité pour réussir sans se sacrifier. Et il est également formateur et conférencier. Donc Étienne, aujourd'hui, va nous présenter la méthode CAP. Bonjour Annick, bonjour à tout le monde. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Étienne, quelles sont les difficultés que tu soulages chez tes clients pour mieux pouvoir comprendre véritablement ce que tu fais de façon pragmatique dans ton activité? Écoute, c'est simple, comme tu l'as très bien expliqué, j'accompagne donc des dirigeants, des patrons de TPE qui sont donc déjà en place, mais qui sont vraiment débordés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont du chiffre d'affaires, ils ont des clients, voire même des équipes, mais ils courent partout. Ils ont vraiment la tête sous l'eau, la tête dans le guidon, ils bossent du matin au soir, les week-ends, soit ils prennent pas de vacances. Et du coup, moi, comment je les aide? C'est vraiment déjà à prendre du recul, d'accord? Parce que souvent, ils prennent pas ce temps-là, ils sont trop dans l'opérationnel. Le but, c'est leur sortir la tête de l'eau pour qu'ils deviennent enfin pilotes de leur activité, qu'ils reprennent de la sérénité, qu'ils gagnent en clarté et qu'on mette vraiment une stratégie en place pour que l'entreprise soit beaucoup plus efficace, mais soit de moins en moins dépendante d'eux et que eux vraiment puissent se consacrer sur la stratégie, sur des choses importantes, sur les priorités. Bon, encore une fois, au résultat, ils vont travailler moins, donc avoir plus de temps pour eux, faire du sport, voyager pour leurs proches, et effectivement aussi voir des très bons résultats sur le chiffre d'affaires, sur la marge, sur la rentabilité de leur entreprise. D'accord, effectivement, je suppose que pour arriver à tout ça, eh bien, il faut savoir être aussi serein de l'intérieur. Exactement. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est que trop souvent, en fait, je rencontre des dirigeants qui ne sont plus sereins, qui ont un peu cette pression aussi financière. J'en avais un, par exemple, qui regardait, il m'avouait avant, au moins 3, 4 fois par jour, il regardait son compte en banque. Et ils sont régulièrement aussi sur leur téléphone, à regarder les emails, dans le sens où, ah, j'ai pas le choix. Et justement, ils sont tellement happés qu'ils sont plus du tout sereins que encore hier, j'échangeais avec une, elle m'expliquait que même en partant en vacances en week-end, elle partait avec le PC. Parce que toujours cette crainte de louper quelque chose, d'être obligé de répondre ou de faire quelque chose. Ouais, effectivement. Là, on la sent bien, là, la pression là, qui peut s'installer par moment. Dans ton parcours, quelles sont les épreuves que tu as traversées avant d'arriver, à cet outil, la méthode CAP? Donc moi, personnellement, Oui. alors en fait, il y en a eu plusieurs. Je pense que ça s'est construit au fur et à mesure. Mais première étape, c'est déjà de voir mon père, qui était chef d'entreprise lui-même, hein, qui était un indépendant à son compte, agent d'assurance, qui justement bossait du matin au soir en général. Quand je me levais le matin, lui, il était déjà parti ou prêt à partir. Le soir, en général, je m'étais endormi en l'attendant et donc il rentrait très tard. Le week-end, on se croisait et on ne prenait pas de vacances. Je suis en Alsace, pas loin des Vosges, bah, j'ai pas appris à skier parce que bah, s'il se blessait, comment ça allait se passer? Donc déjà, j'ai vu ça. Ensuite, bah, en voyant ça, moi, je me suis dit, non, non, je veux être salarié, tu vois, je veux surtout pas comme lui, je veux profiter de la vie. Et au final, comme on dit, souvent, les chats font pas des chiens. Et j'ai beau être salarié, je me suis éclaté dans mon boulot. J'ai bien évolué, j'ai bien grandi dans un grand groupe avec plein de responsabilités. Et je suis devenu papa. Mais j'ai failli louper la naissance de mon fils parce que justement trop de boulot et en déplacement. Et en plus de ça, donc heureusement j'étais là, c'est lui aussi qui a failli louper le rendez-vous parce qu'il était en train de doublement s'étrangler avec le cordon ombilical. Donc D'accord. c'était assez éprouvant. Mais tu sais comment c'est, quand t'as passé ça, tu te dis bon bah voilà, le plus dur est derrière toi et rebelote. Du coup, bah comme j'étais rarement là parce que je voulais aussi une belle vie pour mon fils, hein, donc je bossais énormément. Du coup, bah, c'est sa mère qui en a eu ras-le-bol, qui est partie. Et donc là, j'avais pas trop le choix non plus. C'est que pour moi, mon fils, à 4 ans, il avait autant besoin de son père que de sa mère. Donc j'ai tout fait pour pouvoir et être responsable sur la moitié de la France dans mon boulot et être présent pour lui.
l'apprendre à faire du vélo, l'emmener au foot, le chercher à l'école, etc. Donc, j'ai bien été obligé d'apprendre à prioriser, à gérer mon temps. Et ma dernière chose, c'est que mon père est mort d'une crise cardiaque à 59 ans. Donc, lui qui pensait profiter avec ma mère, souvent, lui, à la retraite, ça ira mieux, mais il l'a jamais connu. Et dans mon quotidien, les dirigeants, les patrons de garages, d'entreprises que je rencontrais, mais il y en avait souvent qui, effectivement, avaient des problèmes de santé parce qu'ils tiraient sur la corde, des divorces, des burn-out, voire même connu un patron de garage qu'on a retrouvé pendu dans son garage. Donc, c'est tout ça, mis bout à bout, je me suis dit, ma merde, dans les grandes boîtes, c'est bien, il y a des coachs comme moi, il y a des auditeurs, il y a tout le staff qu'il faut, mais les patrons de TPE, PME, qui en général sont des passionnés, qui, pour eux, leur entreprise, c'est leur bébé. Justement, eux, ils n'ont pas toutes ces clés. Surtout que souvent, c'est pas parce que tu es bon paysagiste, bon coiffeur ou autre que tu vas forcément cartonner, parce qu'il y a tellement de choses à gérer quand tu es chef d'entreprise. Donc voilà, j'ai vraiment voulu, et le déclic, c'est vers les 40 ans, tu veux un peu plus de sens dans ta vie. Donc c'est là où j'ai décidé d'aider ces patrons. Écoute, bravo. On revient à cet outil, donc la méthode CAP, justement, pour retrouver une sérénité intérieure. Qu'est-ce que l'audience rate sans cet outil? En fait, déjà, je pense qu'ils vont continuer à perdre du temps. D'accord. Parce que ce que je vois quand même assez souvent et de manière générale, et peut-être encore plus maintenant avec toutes les sollicitations qu'on a, je parlais avant d'emails, de notifications, tu vois, on a plein d'outils extraordinaires, mais je crois que malheureusement, on ne sait pas forcément les utiliser. Et on se laisse contrôler notre propre temps, notre propre journée par toutes ces sollicitations. Et en fait, effectivement, quand tu ne maîtrises pas la méthode CAP, quand tu reprends pas le contrôle, justement, tu perds en sérénité, tu perds en envie, tu perds du temps. Et je vois trop souvent, effectivement, des dirigeants qui partent dans tous les sens, donc qui s'épuisent, qui mettent leur santé de côté, leur vie privée, alors qu'en général, tu te mets à ton compte parce que tu veux être libre, mais au final, ils sont pas du tout libres et deviennent prisonniers de leur propre entreprise. Mmh. Donc, il y a aussi l'aspect moral et souvent aussi, ils perdent un peu la flamme. Parce que tu vois, j'entends souvent des croyances comme, oui, mais au début, j'ai pas le choix. Tu vois, de bosser dur, etc. Ok. Mais après, du coup, quand tu as des clients, tu dis aussi, j'ai pas le choix. Parce qu'il faut que j'ai le service qui suive, que je puisse leur répondre, etc. Et en fait, ils arrêtent jamais. Et malheureusement, ça m'arrive de rencontrer des chefs d'entreprise qui, au début, avaient la flamme, cette passion, tu vois, de leur métier. Et au fur et à mesure, excuse-moi du terme, mais ils en ont plein le cul. Et ça m'est arrivé, moi, dans certains, ils me disaient, c'est quoi, j'en ai tout plaqué, j'en ai tout arrêté, j'en ai marre, parce qu'ils ont trop tiré justement sur la corde. Et c'est fou ça. Donc, on va rentrer vraiment dans l'outil en lui-même. Comment est-ce que tu le décrirais à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien? Alors, ça, c'est simple. Comme j'ai l'outil CAP, c'est ma méthode d'accompagnement. C'est l'accompagnement individuel, d'accord? Donc, effectivement, j'accompagne la personne, c'est le plus simple. Tu vois bien que quand tu veux apprendre quelque chose, si tu as quelqu'un à côté de toi qui peut t'aiguiller, te poser les bonnes questions et t'amener à régler les choses, c'est beaucoup plus simple. Mais au-delà de ça, en fait, c'est trois étapes assez simples. C'est pour ça que je l'ai appelé, en fait, clarté, action et priorité. C'est vraiment les trois piliers. Sa première étape, et je sais que on l'a entendu, réentendu sur YouTube ou peu importe, mais pour moi, c'est le plus important, c'est la clarté. C'est exactement où tu veux aller. Tu vois, d'avoir un objectif, une vision vraiment super claire. Et je sais qu'on entend souvent parler de ça, mais tu vois, pour intervenir dans beaucoup d'entreprises, même dans des très, très, très grands groupes, très souvent, quand je pose la question, j'anime des formations, peu importe, c'est quoi votre objectif? Souvent, il y a un gros silence. Ou alors, les objectifs qu'on va me donner vont être assez flous. Oui, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Oui, c'est améliorer la qualité de service. OK, mais de combien? Comment? Précisément. Et en fait, plus tu es précis, plus tu vas savoir exactement où aller et quoi faire. Tu vois, je donne souvent un exemple, c'est que, en fait, c'est comme quand tu apprends à conduire. Oui. On t'explique justement qu'il faut regarder au plus loin. Ça va te permettre justement d'éviter des obstacles et de pouvoir anticiper. Parce que si tu regardais juste devant ton capot, c'est trop compliqué. Là où tu seras obligé de ralentir et tout. Eh ben, c'est exactement pareil. Et en fait, très souvent, les chefs d'entreprise que je rencontre à différents niveaux, manquent ce cap. Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment d'être le plus précis possible sur ce que tu veux atteindre. Et tu vois, pour terminer sur ce point, c'est Tony Robbins, j'avais entendu un jour dire, et c'est tellement vrai,
Pareil, quand c'est quoi ton objectif? Souvent, les gens disent, ah, je veux être plus riche. Ils disaient, bah, ok, tiens, 2 euros, t'es plus riche. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais? J'en doute. Donc, c'est vraiment de se dire exactement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux réussir. Ça, en général, c'est déjà 80% du boulot. C'est pour ça que moi, j'accompagne à être le plus précis possible parce que derrière, ça va les aider justement sur les deux autres points à passer à l'action et à prioriser. OK. Et alors, est-ce que c'est un peu un cousin de la méthode SMART? C'est exactement ça, hein. Quand on parle d'objectifs SMART, c'est ça, c'est être le plus précis possible, d'avoir une temporalité. C'est tout à fait ça, de savoir exactement en fait où on veut aller. Mais tu vois, autant j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler, qui connaissent, mais au final, peu de gens le maîtrisent. Tu vois, je vois souvent, encore une fois, dans mes accompagnements et de formations, je pose des questions pour aller creuser, creuser, creuser. Justement, ça, c'est intéressant. Quelles sont les questions les plus intéressantes, justement, pour aller creuser, creuser, creuser? Tu vois, je vais te prendre un exemple, ça sera peut-être plus concret. Un jour, dans une formation, donc là, c'était un cadre salarié. Ouais. Et on échangeait, c'est quoi ton objectif? Et elle me disait, ah bah, c'est d'arrêter de procrastiner. Ben, je lui ai répondu, bah, bon courage. Parce que procrastiner, c'est trop vague. Tu vois? Donc, pour répondre à ta question, je l'ai amené justement à réfléchir, à comprendre vraiment sa situation. Et je disais, OK, qu'est-ce qui te fait dire que tu procrastines? En quoi tu vois que tu procrastines? Qu'est-ce qui te ferait dire justement que tu as arrêté de procrastiner? Qu'est-ce que tu devrais faire pour? Et au final, en étant le plus précise possible, on a pu voir qu'elle, dans son cas, elle voyait qu'effectivement, le matin, arrivant au bureau, même si elle avait de la motivation, elle disait, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, eh ben, elle avait tendance à être happée par les notifications, à regarder son téléphone, chose que plein de gens font, et au final, bah, être là sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, et souvent il était 9-10 heures, eh ben, elle avait entre guillemets rien foutu. Donc, du coup, son objectif vraiment très smart, c'était de se dire, bah voilà, maintenant, tous les jours, je laisse mon téléphone dans le casier jusqu'à 10 heures. Et là, tu vois, ça devient du concret. Et autant là, elle saura exactement ce qu'elle a à faire. Et le fait de laisser le téléphone, automatiquement comme ça, elle va rester concentrée et sera beaucoup plus productive. Et au moins, dans son esprit, c'est clair, elle sait ce qu'elle a à faire. Alors, si elle se dit, bah aujourd'hui, je vais arrêter de procrastiner, le cerveau, il sait pas ce qu'il faut faire. En fait, je réfléchis surtout à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent: «Mais moi, comment est-ce que je peux faire pour avoir finalement plus de clarté?» Ben, c'est vraiment ça, c'est se demander, OK, qu'est-ce que je veux précisément, spécifiquement? Comment je vais savoir que je l'ai atteint ou que j'avance vers mon objectif? Tu vois, c'est comme des personnes qui se disent, OK, je veux me sentir mieux dans mon corps. OK, mais c'est quoi sentir mieux? Est-ce que c'est au niveau de la silhouette? Est-ce que c'est au niveau de la perte de poids, etc. Si c'est la perte de poids, OK, bah combien? Tu vois, plus ça peut être mesurable, quantifiable, plus c'est précis et spécifique, plus effectivement les choses sont claires. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce qu'on peut véritablement quantifier, une émotion? Parce que quand on dit, par exemple: «Je veux me sentir bien dans mon corps», bah, par exemple, de 0 à 10, je vais me mettre, un certain niveau et Mhm. est-ce que ça, pour autant, ça peut être quelque chose de quantifiable? Même, tu vois, si c'est pas forcément visible de l'extérieur? Parce que Et- j'entends, tu vois, sur la clarté, il faut aussi Mhm. avoir des indicateurs. Qu'est-ce qui va dire que d'un point de vue extérieur, eh ben, je saurais que c'est atteint? Exactement. Ben, c'est une très bonne question. C'est vrai que pour des choses comme ça, un peu plus, un peu moins factuelles, on va dire, c'est vrai que c'est très important de réussir à se mettre entre guillemets des notes. Tu vois, par exemple, moi, dans les formations, quand je vais parler au niveau de la gestion du temps, ça reste aussi assez vague. Tu vois, assez flou. Tiens, quelle note je vais me donner? Du coup, je vais poser des questions vraiment concrètes. Est-ce que vous arrivez à prioriser? Est-ce que vous avez tendance à reporter vos priorités, etc. Des questions. Et derrière, je vais leur les amener à répondre, jamais parfois soudainement, et de mettre une note en face. Et c'est ça, effectivement, tu as raison, c'est pour voir, effectivement, pour pouvoir mesurer et de voir, bah, tiens, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire aussi pour pouvoir m'améliorer. Et c'est là où, comme tu le dis, l'objectif doit être smart, il doit vraiment être mesurable, comme dans les émotions. Tu vois, combien je vais me mettre aujourd'hui dans les personnes que j'accompagne, souvent dès le début, je demande aussi votre niveau, donnez-vous une note sur 10 au niveau du stress. Et on reverra ça plus tard pour voir effectivement comment ça évolue. Donc toute la partie clarté, je suppose que ça, c'est la première partie. Donc la Exactement. deuxième partie, la deuxième étape. Donc, quand on a effectivement clarifié où la personne est actuellement et où elle veut aller,
C'est ça qui est très important, tu vois, en fonction de ton objectif aussi, de dire, bah, tiens, actuellement où j'en suis. Derrière, effectivement, il va falloir passer à l'action. Et ça, c'est toujours le plus important. C'est pour ça que c'est important de se mettre des challenges. Et d'où l'intérêt d'avoir un objectif, c'est justement de se dire, bah, tiens, derrière, on va découper ça par étapes. Si je reprends un exemple qui parle assez facilement avec des chiffres, si aujourd'hui j'ai un objectif de 100 000 € de chiffre d'affaires, mais que je suis actuellement à zéro, tu vois, mais les premières étapes ne sont pas les mêmes que si je suis déjà à 50 000. Et l'idée, c'est petit à petit, tu vois, de se mettre des étapes chaque fois un petit peu plus ambitieuses. Pourquoi? Parce que trop souvent, en fait, on a des objectifs ambitieux, mais tellement que on va se décourager. Et ça va avoir l'effet inverse. Et souvent, les personnes qui se disent, ouais, j'arrive pas, tu sais, comme par exemple perdre du poids, c'est que, effectivement, ce qui est important, c'est la routine et c'est les petits pas. Donc, si chaque fois déjà tu te mets des petits pas et des petites victoires, automatiquement là, tu vas être content. C'est comme celui qui veut reprendre le sport. C'est déjà dit, bah tiens, allez, aujourd'hui, rien que le premier objectif, c'est de mettre mes baskets et de marcher 10 minutes. Ça paraît pas grand-chose. Mais rien que de l'avoir fait, il va être content, il va être fier de lui. Donc, du coup, après, on pourra passer un quart d'heure, puis peut-être courir 20 minutes, etc. Donc, y aller étape par étape pour se mettre justement en action parce que le plus compliqué dans l'action, c'est, on va dire, les premiers mètres, les premières minutes. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'évoque, 2 remarques. La première, c'est, j'avais entendu dire justement: «Un objectif, il doit être motivant. Mhm. Il doit devoir donner envie de vouloir le faire» et pas de se dire: «Ah bah tiens, non, finalement, c'est trop ambitieux», ce que tu disais et en fait, du coup, je suis démoralisée avant même de passer à l'action. Exactement. La deuxième remarque que ça me faisait penser, j'avais entendu quelqu'un le dire et je trouvais ça très intéressant de dire: «Je te demande pas de tout faire, je te demande juste de te mettre à ton bureau et d'être dessus pendant au moins entre 2 et 5 minutes». Parce qu'effectivement, le pas le plus compliqué dans l'action, c'est de se mettre à son bureau, enfin ou de mettre ses baskets, enfin, tu compris Exactement. et d'y aller sur les entre 2 et 5 minutes. C'est ça. C'est déjà cette première étape, effectivement, qui est souvent la plus compliquée. Et en fait, là où tu as raison, souvent, comme j'explique, quand on procrastine, hein, ou souvent on reporte ou quoi, c'est que soit l'objectif, effectivement, est trop ambitieux, soit, effectivement, face à cette grosse tâche, d'où, par quoi je vais commencer. Donc, c'est important de découper, tu vois, petit à petit, comme tu dis, 5 minutes, quelques centimètres, peu importe, une action. Et surtout aussi d'avoir un objectif pour justement passer à l'action, un objectif qui nous parle. Je me permets, dans ce cas-là, deux exemples. Quand avant, j'accompagnais et formais des équipes de commerciaux, on sait que dans le commerce, c'est important de prospecter, mais la majorité, malgré tout, ça les fait chier. D'accord? Et en fait, moi, avec les équipes, c'est simple, parce que comme on est tous différents, je regardais, OK, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît, dans quoi vous êtes doué. Certains, justement, c'était bah, le chat, enfin le fait d'échanger avec des personnes, le relationnel. D'autres étaient plus à l'aise au téléphone, parce qu'ils savaient qu'au moins ils pouvaient préparer, ils pouvaient avoir des documents, le PC sous les yeux, etc. Quand d'autres, c'était plus l'écrit, parce qu'ils savaient que comme ça, ils pouvaient mettre des belles formules de politesse, des bons arguments, se relire. Et du coup, j'ai adapté les objectifs de prospection à leur profil. Donc certains, ils devaient effectivement aller dans des lieux où il y avait plein de monde. Ben, comme ça, ils avaient plein de contacts. D'autres, c'était des objectifs de phoning et quand d'autres devaient envoyer des messages WhatsApp et email. Mais comme c'est des choses qu'ils aimaient faire dans lesquelles ils étaient bons, automatiquement, ils allaient passer à l'action. Donc effectivement, pour passer à l'action, il y a ce que c'est challenge, mais aussi qu'il y ait soit vraiment un intérêt perso, soit en tout cas le faire d'une manière dont on aime. Tu vois, l'exemple du sport, c'est pareil, c'est que si tu veux faire un sport et que t'aimes pas, ça va être plus compliqué. En revanche, si bah, t'aimes peut-être passer du temps avec ton chéri, une amie, bah, le fait de dire bah, tiens, on le fait ensemble, tu vas être plus motivé. C'est toujours de dire ok, de quelle manière je peux le faire pour que j'ai envie. Parce que on voit bien que de manière générale, ce qu'on aime faire, on passe à l'action. Il y a plein de choses qu'on aime faire, on n'a pas besoin de nous demander d'y aller là-dessus. En général, ce qu'on fait pas, c'est justement c'est ce qui nous emmerde. Donc ça, c'est la deuxième étape, qui est l'action et donc la troisième étape, le P pour Pour priorité. priorité. Et ça, c'est vraiment indispensable et ça en découle justement, encore une fois, de ton objectif. Plus tu es clair sur ton objectif, plus ça va être facile derrière de prioriser. Et pourquoi c'est important? Parce que comme je disais au début, je vois trop de personnes qui ont l'impression qu'il faut tout faire, ou qui me disent, oh, mais j'ai pas le temps de tout faire. Ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne sert à rien de vouloir tout faire.
Tu parlais des objectifs SMART. Beaucoup de gens aussi connaissent ou ont déjà entendu parler de la loi de Pareto, les 20-80. Mais c'est exactement ça. Ça explique tout simplement que tu n'as que 20% de tes actions qui t'apportent 80% de tes résultats. Donc ça ne sert à rien de vouloir tout faire. Et malheureusement, même bien souvent, on passe 80% de notre temps sur ce qui ramène que 20% de résultats. C'est pour ça qu'on court partout. Donc moi, mon objectif et ce que j'invite à toutes les personnes aussi qui nous écoutent à faire, c'est toujours dire, OK, en fonction de mon objectif, de liste, tu vois, tout simplement, toutes les tâches qu'elles peuvent faire ou qu'elles réalisent déjà au quotidien pour l'atteindre, mais derrière, de trier, de dire, OK, dans tout ça, quelles sont maximum les deux, trois tâches qui vraiment vont les aider à atteindre plus rapidement l'objectif. Le but, c'est d'être un peu, moi j'aime bien l'exemple du fainéant intelligent. Tu vois, c'est se dire, OK, ce qui va faire que, quelles sont les actions où je vais mettre le moins d'efforts et qui va m'apporter le plus de résultats. Et en fait, en priorisant et en laissant le reste de côté, on va voir qu'on va atteindre beaucoup plus rapidement notre objectif et qu'encore une fois, ça sert à rien de vouloir être sur tous les fonds. Et alors, je suppose que tu l'as déjà vu, un certain nombre de fois. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la personne qui applique donc cette méthode CAP, c'est-à-dire clarté, action, Les priorité? priorités. Écoute, il y a vraiment plein de choses. C'est ça qui est top parce que, comme on disait, tu vois, quand on est sur la gestion du temps, l'organisation, on reste des humains. Si ça va mieux au boulot, ça aura un impact sur la vie perso et inversement. Ce que je remarque de manière générale, c'est premièrement, comme le nom l'indique, ils gagnent en clarté. Et ça, c'est génial parce que trop souvent, ils sont dans le brouillard. Encore une fois, ils ne savent pas par quoi commencer, dans quelle direction. Là, le fait de prendre du recul et d'avoir un cap, ils gagnent en clarté et en sérénité. D'accord? Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent leurs priorités, donc c'est beaucoup plus facile. Ils retrouvent de l'énergie parce que derrière, sont libérés aussi du temps pour ce qui est important pour eux, à lire, faire du sport, leurs proches, peu importe, et ils arrêtent de partir dans tous les sens. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fonctionnant comme ça, d'une, ils travaillent moins. En général, tous les chefs d'entreprise que j'accompagne, maximum, ils arrêtent à 18 heures. Alors qu'avant, c'était du 21 heures, voire ils continuent à bosser quand madame ou les enfants étaient au lit. Ils arrêtent de travailler les week-ends, ils prennent plus de vacances, ils ont de nouveau du temps pour le sport, etc. Souvent même, il y a des retours positifs de leurs proches. J'ai un paysagiste, sa fille qui dit, ah, papa, c'est génial de passer du temps avec toi le week-end. Tu vois, ça, je trouve ça vaut tout l'or du monde. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'encore une fois, ils gagnent pour moi à trois niveaux. Eux vont beaucoup mieux. Il y a un impact sur leur environnement, leurs proches, et leur entreprise va beaucoup mieux. Parce que comme ils sont mis à piloter, ils dégagent de la marge, du chiffre d'affaires et du bénéfice. Un dernier exemple aussi que j'avais là, il y a pas longtemps, donc avec quelqu'un que j'accompagne depuis un an, il a été félicité par son comptable à la sortie du bilan. Ça faisait 17 ans qu'il était à son activité, que toute charge payée, au mieux du mieux, il dégageait 2000 euros de bénéfices. Tu vois, quand tu bosses pour 2000 euros, des fois, ça peut être un peu frustrant, malgré le salaire, hein. Là, malgré aussi mon coût d'accompagnement, il a fait un x5 sur son bénéfice. Et tout en travaillant moins. Donc, c'est pour ça qu'en général, il gagne vraiment sur les trois aspects, perso, les proches et sur l'entreprise d'automation. Sur la qualité de vie en général, quoi. Exactement. Alors là-dessus, je suis un petit peu curieuse donc, qu'est-ce que ces personnes découvrent, donc quand ils appliquent, la méthode CAP, qu'ils n'avaient pas du tout anticipé? Ben, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, je pense, ou ce qu'ils n'avaient peut-être pas compris, c'est que justement, en prenant le temps, en prenant du recul, en levant le pied, mais ils allaient être en fait beaucoup plus efficaces et ils allaient aller plus vite et plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, peut-être de l'éducation, de la croyance, peu importe, on a l'impression qu'effectivement, il faut tout le temps faire, tout le temps produire, tout le temps courir pour atteindre l'objectif. Mais en fait, d'une, comme ils courent un peu après un objectif, mais qui n'ont pas identifié, ils courent dans le vent. Et surtout, souvent, c'est que, vu qu'ils sont épuisés, ils font des erreurs qui vont leur faire perdre du temps et de l'argent. Mais en plus, ils ont tendance à tellement se disperser que même quand on regarde vraiment juste avec des chiffres et qu'on analyse, soit il y a des choses qu'ils ont faites parce qu'ils regardent le chiffre d'affaires et tout, mais mis bout à bout, ça leur a quasiment rien rapporté. Et le fait de prendre ce recul, d'analyser la situation et de définir un vrai plan d'action, derrière, ils vont vraiment employer leur temps, leur énergie, même leur budget,
sur des choses qui vont vraiment apporter des résultats. Donc en fait, au lieu de courir bêtement, le fait de mettre un peu une discipline, de prendre du recul, d'être posé, et ben effectivement, ils vont être beaucoup plus efficaces. Et ça, souvent, soit ils l'avaient pas compris, soit souvent pour avoir derrière des retours, hein, ils avaient en général peur que ben, s'ils arrêtent ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure, hein, tu vois, pour analyser, pour ne pas être dans l'opérationnel, ben, peur qu'il y ait des choses un peu qui s'écroulent. Peur peut-être de perdre des clients, peur de louper un email ou je ne sais quoi, et que en fait le monde allait s'arrêter et s'effondrer, quoi. Alors ça, c'est, effectivement, ça revient à la question que je vais poser, c'est, quelle est l'erreur que la plupart des personnes font lorsqu'ils utilisent cette méthode CAP pour la première fois? Qu'est-ce qu'ils n'anticipent pas pour le coup et quelles sont les erreurs qui peuvent, se présenter? Alors, au niveau de mon vécu, je verrais deux erreurs. La première qui revient un petit peu à ce qu'on s'est dit, c'est que malgré le fait qu'ils connaissent cette méthode, qu'ils prennent pas assez de temps à réfléchir sur les objectifs, les priorités et tout, et qui foncent tête baissée. Tu vois, donc en final, qu'ils continuent un peu à faire comme avant, de dire c'est bien beau, mais oui, j'ai un objectif, voilà, il est comme ça, mais il est un peu flou, et je continue à foncer. Donc, de ne pas prendre assez ce temps de recul pour réfléchir à l'avance où tu vas aller. Et tu vois, je prends souvent des exemples. C'est comme quand tu pars en voyage ou autre, c'est important de prendre un peu le temps, de dire, OK, où on va, quel avion on prend, etc. Tu vas gagner en sérénité et en temps que si tu fonces tête baissée. Donc, pour moi, il y a cette première erreur. Et deuxième erreur, que heureusement, j'ai rarement connue, mais qui arrive, c'est le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Ce que je veux dire par là, c'est que assez souvent, et peut-être encore plus, les dirigeants qui ont des salariés, parce que quand tu es tout seul, tu es 100% responsable, Mmh. mais souvent le fait de dire, ah oui, mais c'est mon assistante qui est comme ça, ou mes commerciaux sont comme ça, tu vois, de mettre la faute sur les autres. Et automatiquement, tant que tu mets la responsabilité sur les autres, tu vas pas pouvoir changer grand-chose. Et comme moi, je leur explique souvent, se dire, OK, ils sont certainement pas parfaits, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais c'est toi le pilote. Et si toi, déjà, t'es pas clair, ça peut pas aller. Automatiquement, ce sera le bordel par la suite. Et souvent aussi, là où je les amène à se responsabiliser, c'est que même si leurs employés sont comme ci et comme ça, ok, mais qui les a embauchés? Qui les manage au quotidien? Qui leur donne des directives? Donc, c'est ça, c'est une grosse erreur aussi, c'est pour clôturer là-dessus, le côté responsabilité. Et tu vois, je l'entends aussi assez souvent, pas forcément par des gens que j'accompagne, mais des chefs d'entreprise, ou même tu dois aussi l'entendre dans le quotidien. Beaucoup de gens qui remettent la faute sur les autres, sur leur conjoint ou la conjointe, ou tu vois, sur malheureusement aujourd'hui les guerres, le président, etc. Et je trouve que bien évidemment, il y a des choses pas cool, il y a des choses qui viennent nous challenger, mais en fonctionnant comme ça, tu perds ton pouvoir et du coup, tu vas rien pouvoir changer. Or, quand tu reprends ta responsabilité, là, effectivement, tu prends les choses en face et tu vas pouvoir prioriser. Et pour terminer, je suis peut-être un peu long sur cette question, mais tu vois, moi, j'ai plein comment dire, de happy end dans les personnes que j'accompagne. Mais vraiment, s'il y a, entre guillemets, un élève, si je peux dire ainsi, qui sort du lot, ben, finalement, c'est vraiment celui qui m'a admis, hein, qui a dit, ben voilà, là où j'ai eu un gros déclencheur, c'est quand j'ai compris que le problème, c'était moi. Et automatiquement, bizarrement, c'est vraiment lui qui a mis le plus d'actions en place et qui a les meilleurs résultats. Parce qu'il a compris qu'effectivement, il devait changer quelque chose sur sa posture, sur sa façon de travailler. Et donc après, c'est aussi travailler sur ses résistances internes. Exactement, tout ce qui est croyance, peur, etc. C'est pour ça qu'effectivement, en général, et comme tu le sais, comme le savent certainement les auditeurs, c'est que moi je dis toujours, tu vois, je fais des conférences, je fais des formations et j'en suis. Et c'est génial. Et aujourd'hui, on a plein de contenus extraordinaires, hein, gratuits. Mais je trouve que rien de tel que l'accompagnement, parce que c'est bien de savoir les choses. Mais effectivement, si tu as des blocages, si tu as des peurs, si tu as des croyances, ça, tu vas surtout pouvoir les casser et les dépasser. T'as accompagné, ou surtout aussi quand tu as un effet miroir. Parce qu'il y a des choses, tu vois, si tu n'arrives pas toi-même à faire un peu une auto-analyse, bah, ça va être compliqué d'évoluer, quoi. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'effectivement, ça rejoint la question que j'allais poser après, qui est dans quelle, situation est-ce que cette méthode ne fonctionne pas? Et donc de ce que j'entends de ce que tu as décrit, c'est que finalement, ça fonctionnera pas à partir du moment où il y a pas la prise de conscience que ce qui doit d'abord être changé,
c'est soi. Mais exactement. Et pourquoi c'est tellement indispensable, c'est qu'il faut aussi le vouloir, parce que tant que, et ça j'entends souvent, des personnes qui disent oui, mais j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse, c'est compliqué. Et je dis pas que c'est facile, hein, loin de là, Ouais, hein. Mais automatiquement, tant que tu pars de ce principe-là, ça va pas marcher. Tu sais, je sais plus qui disait, et c'est tellement vrai que tu penses que tu vas y arriver ou que tu penses que tu vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. C'est oui, qu'effectivement, dès le début, tu te conditionnes. Et automatiquement, la personne qui se dit oui, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Automatiquement, inconsciemment peut-être, mais elle va tout faire pour se donner raison. Des bah, t'as vu, je t'avais dit que ça marcherait pas. oui, c'est, soit tu es heureux, soit tu as raison, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ça rejoint un petit peu de temps en temps ça fonctionne avec. Étienne, merci beaucoup de nous avoir expliqué, cette méthode CAP. Effectivement, c'est des bons rappels. Donc on rappelle CAP pour clarté, action et priorité. Ça me rappelle, effectivement un dicton où, on dit, «Ce n'est pas que tu manques de temps, mais c'est que tu manques de priorité». C'est exactement ça, tout à fait. Et donc si on ne devait retenir qu'une phrase de tout ce qui a été dit, laquelle serait-elle? C'est de résumer. Moi, je dirais effectivement, je reviendrai sur la clarté parce que priorité, c'est important, mais je dirais que ne pas être clair sur sa destination, c'est comme être dans un bateau sans gouvernail et tu passes ton temps à tourner en rond. D'accord, pas mal. Bravo. Donc Étienne encore, merci beaucoup, hein. Merci à toi. Étienne est vraiment sympa et donc il a un e-book sur, les 7 clés pour reprendre le contrôle sur son activité. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Mais avec grand plaisir, et ça me fait plaisir de le partager. En fait, c'est effectivement les 3 points que je viens de détailler aujourd'hui avec toi. Ben là, ils sont encore plus détaillés avec vraiment cette clé beaucoup plus précise. Donc là, on rentre encore plus dans le concret pour des personnes qui effectivement se disent, tiens, c'est intéressant, mais je sais pas forcément comment faire. Là, vraiment, j'ai mâché le travail, j'ai priorisé justement. Et petite précision aussi, parce que il y a peut-être beaucoup de personnes différentes qui suivent ces vidéos. Oui, moi, ma cible et ce qui m'éclate, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Mais il faut savoir que ces clés-là et cette méthode-là fonctionnent même dans le privé, même si tu es dans une association, que tu veux lancer des projets, peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, malheureusement, court après le temps. Tout le monde souhaite avoir des projets ou réaliser certaines choses avant, malheureusement, de quitter ce monde. Donc, dans tous les cas, effectivement, profitez-en, téléchargez parce que ça vous aidera dans votre quotidien. Merci beaucoup Étienne. Pour toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec Étienne, donc Étienne est joignable principalement sur LinkedIn à Étienne Ludman. On mettra évidemment tous les détails en dessous la vidéo. Et en commentaire, hein, dites-nous ce qui vous a le plus interpellé dans cette vidéo. Moi, je suis très curieuse de savoir effectivement quelles a été les prises de conscience ou les points sur lesquels ça résonne beaucoup. Et donc, Étienne, un petit mot pour la fin? Écoute, encore une fois, tout simplement un grand merci à toi pour cette interview. J'espère que personnes qui ont suivi ont passé un bon moment, que ça les a aidés. Effectivement, n'hésitez pas à se suivre sur LinkedIn parce que je partage toujours d'autres tips. Et en tout cas, effectivement, prenez le temps pour les choses qui sont importantes pour vous parce que le temps passe trop vite. Top. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!